Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information dans l'actualité ce soir. La Guinée célèbre ce 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le sida. Cet événement devenu un rituel pendant tout le mois de décembre est célébré cette année sous le thème surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida. Et puis, ouf de soulagement pour les organisations paysannes de Koba, préfecture de Bofa. Ils viennent de bénéficier d'équipements agricoles de la part du programme alimentaire mondial. Enfin, la Fédération guinéenne de tennis, en partenariat avec le Sporting Club de Taouya, vient d'organiser un Open national. L'événement mobilise 96 participants venus des 4 régions naturelles du pays et plusieurs expatriés. Voilà pour le sommaire, encore une fois. Bonsoir à tous. La Guinée célèbre ce 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le sida. Cet événement devenu un rituel pendant tout le mois de décembre est célébré cette année sous le thème surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida. Les défis sont rappelés tout comme les avancées dans cette croisade. Entre témoignages et engagement, la Guinée a marqué par des messages forts cette célébration. Ousmane Bangoura, Kabasouma, Almami Ousmane Kobilikita. Le 1er décembre, la République de Guinée se joint à la communauté internationale pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le sida. Plus qu'une simple commémoration, cette journée est un moment d'unité, de solidarité et de mémoire. Solidarité envers les personnes vivant avec le VIH. Le thème choisi cette année, surmonter les perturbations, transformer la riposte au sida, met en lumière l'urgence de renforcer le leadership communautaire et de renouveler les stratégies pour atteindre un objectif majeur, mettre fin au sida d'ici 2030. Au cœur de cette commémoration, des parcours inspirants. Une femme vivant avec le VIH depuis 23 ans et mère de 5 enfants partage son histoire. Je suis là pour vous dire d'accepter les personnes qui vivent avec le VIH. Parce qu'avec le VIH, on peut se marier, avoir des enfants, faire une vie de famille. La lutte contre le VIH ne peut pas se faire sans nous. Je demande au gouvernement de nous impliquer dans le programme sur le VIH. Même si la prévalence reste maintenue dans la population générale depuis 2018, elle est aussi élevée chez les populations clés avec une prévalence de 9,8% chez les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, 4,9% chez les professionnels de sexe, 3,5% chez les hommes en uniforme, 3,9% chez les pêcheurs, 2,1% chez les personnes vivant avec handicap, 2,3% chez les routiers et 5,9% chez les miniers. Les autorités sanitaires et les partenaires techniques réaffirment eux aussi leur engagement à consolider les acquis et à accélérer les interventions. Chaque année, nous nous retrouvons pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le sida, le 1er décembre, et plus largement tout le mois de décembre dans notre pays. Cela constitue un moment privilégié pour réaffirmer d'une part notre solidarité envers celles et ceux qui vivent avec le VIH et d'autre part notre détermination à mettre fin au sida comme menace de santé publique à l'horizon 2030. À l'OMS, nous sommes résolus à accompagner les pays et les communautés dans la transformation des services de prise en charge de l'infection à VIH en système résilient, inclusif et durable, particulièrement en cette période de mutation. Présent à la cérémonie, le Premier ministre Amadou Riba a salué la mobilisation des acteurs de la riposte. L'une des causes majeures de la persistance du VIH-Sida, ce n'est pas le virus lui-même. C'est cette maladie de l'esprit qui concerne principalement la stigmatisation. On a peur de se faire dépister, on a peur de
d'en parler. On vit secrètement avec parfois beaucoup de peine et beaucoup de douleur. D'où la nécessité absolue, c'est de sensibiliser l'opinion que le sida est une maladie comme une autre. Et des mesures préventives existent, des mesures d'atténuation existent. Comme l'a dit madame tout à l'heure, elle vit avec depuis plus de 23 ans, elle est mariée, elle a ses enfants qui ne sont pas infectés. Cela veut dire que ce n'est pas une fatalité de considérer que lorsqu'on est atteint du sida, on n'a plus le droit à vivre, le droit à avoir des espoirs. La vie continue. Il y a d'autres maladies qui sont encore beaucoup plus impactantes, visibles, d'où la nécessité de travailler encore sur l'image, sur la sensibilisation. En Guinée, comme ailleurs dans le monde, autorités, partenaires et communautés restent résolument engagés avec unité, leadership et détermination pour transformer la riposte, protéger les acquis et bâtir ensemble un avenir sans sida. Conakry abrite le 3e sommet sur le traitement cardiovasculaire. C'est dans le cadre du Forum médical Chine-Afrique de l'Ouest 2025. En toile de fond, faire face à certaines maladies et leur prise en charge rapide dans les structures sanitaires du pays. Fatoumata Batouli Diallo, Moumoussou Diakité. La sous-région ouest-africaine est confrontée à une hausse inquiétante des maladies cardio-cérébrovasculaires qui représentent un risque majeur pour les populations. Pour mieux les prendre en charge, la 3e édition du sommet sur le traitement cardio-cérébrovasculaire dans le cadre du Forum Chine-Afrique de l'Ouest se tient en Guinée. Dans le domaine du diagnostic et du traitement clinique, promouvons conjointement les normes de diagnostic et de traitement intégrés. Et continuer à bien réussir pour ce sommet et aussi établir une coopération continue dans le domaine de traitement et de diagnostic des technologies adaptées. Non seulement on va envoyer les équipes médicales en Guinée, il faut aussi inviter les professeurs, les médecins, les jeunes médecins à aller en Chine pour suivre les formations. Pour les autorités sanitaires, ces maladies restent l'une des principales causes de mortalité dans le monde. En Afrique de l'Ouest, leur progression est accélérée par l'évolution des modes de vie, l'urbanisation rapide et le manque d'outils de dépistage et de prise en charge adaptés. Je souhaite que les échanges de connaissances qui vont s'opérer ici débouchent sur des partenariats renforcés, des projets de recherche conjoints et surtout sur une amélioration visible et palpable de la prise en charge des malades cardio-cérébrovasculaires dans nos pays respectifs. Le sommet vise à accélérer le transfert de technologies dans l'imagerie médicale, la chirurgie mini-invasive, la télémédecine et l'intelligence artificielle appliquées à la cardiologie et à la neurologie. Il ambitionne également de renforcer la formation continue et spécialisée des professionnels de santé ouest-africains en leur fournissant les outils nécessaires pour répondre aux besoins des populations. Conakry a été également pendant 5 jours la capitale ouest-africaine de la vaccination. La Guinée accueille la réunion des directeurs des programmes élargis de vaccination des pays de la sous-région. Les travaux ont pris fin ce vendredi avec une série de recommandations pour renforcer l'immunisation en Afrique de l'Ouest. Adia Toubari, Moussa Bangoura. Après 5 jours d'échanges, d'évaluation et de planification stratégique, les responsables de la vaccination des 16 pays de l'Afrique de l'Ouest clôturent leurs travaux à Conakry. Une rencontre régionale marquée par la présentation des performances et les défis communs. Les 16 délégations ont adopté plusieurs recommandations clés qui guideront les actions de 2026. Recommandations par rapport au financement durable de la vaccination, les pays sont exhortés à mobiliser les ressources nationales afin d'atténuer l'impact des restrictions de financement des gavis sur les vaccins et d'autres portefeuilles. Les pays doivent poursuivre un dialogue sur le budget vaccinal national et mobiliser des ressources internes.
Durant la rencontre, plusieurs avancées ont été mises en avant. Nous réalisons des avancées collectives très encourageantes, des stratégies innovantes pour atteindre les enfants et encore qui ne sont pas vaccinés et les communautés les plus éloignées. Des avancées aussi très importantes dans l'introduction de nouveaux vaccins et dans la préparation à la riposte contre les maladies émergentes et réémergentes. Au cours des travaux, la Guinée, pays hôte de la rencontre, a été chaleureusement félicitée pour l'organisation, mais aussi pour les progrès enregistrés ces dernières années dans la vaccination. Le pays est passé de 47% à 63% de taux de couverture vaccinale. Une dynamique que la Guinée entend poursuivre avec l'annonce d'actions concrètes dès 2026. Je tiens à exprimer au nom du gouvernement notre gratitude envers l'OMS, l'UNICEF, Gavi et tous les partenaires techniques et financiers qui accompagnent la Guinée et l'ensemble des pays de la sous-région. Votre soutien est indispensable pour la sécurisation de la chaîne de froid, la formation du personnel, la disponibilité des vaccins et le renforcement continu des programmes élargis de vaccination. La réunion sous-régionale des directeurs PEV de l'Afrique de l'Ouest se referme donc sur une note d'engagement et de solidarité. Une commission de suivi des recommandations de la rencontre va être créée. Il sera composé des points focaux désignés dans chaque pays membre. À Kindia, l'heure est à la revue annuelle des activités hospitalières de l'année 2025. Professionnels de la santé, partenaires techniques et financiers et cadres de l'administration sanitaire se concertent pour améliorer la pratique dans ce secteur. C'est le ministre de la Santé qui a présidé le lancement des travaux. Yaya Silla, Mohamed Pati Kamara. Ce sont des cadres de l'administration centrale, du ministère de la Santé et de l'hygiène publique et les chefs d'établissement hospitaliers et les partenaires techniques et financiers qui sont autour de cette table pour une revue annuelle des activités hospitalières pendant cette année 2025. Cette édition 2025 s'inscrit dans un moment charnière où notre pays avance résolument sur la voie des réformes institutionnelles, économique et infrastructurelle au sein du programme Simandou 2040, dont le pilier santé et bien-être consacre une ambition claire, réconcilier durablement la population avec le système de santé en améliorant la gouvernance, la qualité et l'accessibilité des services de soins. Cofinancé par Expertise France et la Banque mondiale, le réseau des hôpitaux d'Afrique, de Caraïbes et de l'océan Indien participe à cet atelier de Kindia. Objectif, contribuer à l'amélioration de la performance des établissements hospitaliers en Guinée. Je voulais dire plus de rigueur et de transparence dans la gestion des ressources humaines, financières et matérielles. Cet atelier doit vous permettre à évaluer les performances du système de santé, identifier surtout les points qui doivent être améliorés. Cet atelier est placé sous le sceau de la rigueur, de l'efficacité et de l'amélioration de la qualité des soins offerts aux citoyens. Tenu au gouvernorat de Conakry des travaux du conseil de ville au cours de ce conclave, plusieurs décisions ont été prises pour changer l'image de la capitale. Sur ce, le budget exercice 2025 connaît un réaménagement. Il est chiffré désormais à plus de 436 milliards de francs guinéens. Plusieurs actions de développement sont programmées. Moussa Bangoura, Ousmane Kamara. L'année 2025 tire à sa fin pour mieux corriger les manquements signalés un peu partout dans la capitale. Le gouvernorat de Conakry organise pour la 3e fois son conseil de ville, instance suprême de décision et de planification des activités. Président des délégations spéciales des communes de Conakry et cadres techniciens participent aux travaux. Le remaniement du budget exercice 2025 était sur la table des discussions. À partir de maintenant, on va commencer les démarches pour passer par les voies et les moyens afin d'avoir ces montants, réaliser tout ce qui doit être fait à Conakry, en commençant par la finition des sièges des nouvelles communes. Le gouvernorat se trouve à un état où ces actions sont en cours, mais il fallait revoir
les prévisions à l'effet de pouvoir justement réaliser les actions prévues. Après analyse et discussion, le budget remanié a été adopté. Il se chiffre en dépenses et en recettes à plus de 336 milliards de francs guinéens. Nous trouvons nos comptes parce que des femmes balayeuses qui sont embauchées, qui sont prises en compte dans ce budget, en matière d'assainissement et autres, l'embellissement de nos carrefours, le curage des caniveaux et autres. Ce budget, une fois recouvré, va servir à la construction et le revêtement de blocs administratifs du gouvernorat, la construction d'une 5e piscine au jardin du 2 octobre et le réaménagement des ronds-points de Conakry. Présentation du programme de modernisation et de transformation du commerce aux partenaires techniques et financiers. Le concept est nouveau et c'est la feuille de route du ministère du Commerce pour les 6 prochaines années. L'idée est de rendre plus attractives les activités commerciales, plus inclusives et mieux intégrées aux marchés régionaux et mondiaux. C'est la ministre Fatima Camara qui a présidé les travaux. Mohamed Chérif Camara, Abdul Khalifa Keita. Programme de modernisation et de transformation du commerce pour la période 2026-2031. C'est un document stratégique pour transformer en profondeur le secteur commercial, un secteur qui occupe une place centrale dans l'économie guinéenne. Le Prometcom offre une réponse structurée et ambitieuse. Ce programme n'est pas un document supplémentaire car il se veut un outil de travail au service d'un secteur qui est au croisement des enjeux de croissance, de stabilisation des prix, d'inclusion sociale et d'intégration régionale. Nous sollicitons auprès de vous un meilleur encadrement des services d'appui aux opérateurs économiques. Et surtout, éviter de les transformer en des services de répression et de taxation sur les opérateurs économiques et des entreprises. Une vision partagée par l'ensemble des institutions et partenaires sociaux, les difficultés liées à l'accès au financement, la faiblesse des chaînes de valeur et cadres institutionnels et réglementaires nécessitent de profondes réformes et le gouvernement guinéen compte gagner ce pari. Nous sommes conscients des défis et des risques associés, notamment en matière de mobilisation des financements pour le programme. Nous insistons sur l'importance des mécanismes robustes de suivi et évaluation et d'un dialogue régulier et fructueux avec l'ensemble des acteurs. Votre rôle est essentiel. Nous avons besoin des banques de développement pour les infrastructures commerciales et logistiques. Nous avons besoin des coopérations techniques pour les réformes, la qualité, la digitalisation et le renforcement des capacités. Le programme de modernisation et de transformation du commerce vise à moderniser les infrastructures commerciales et la qualité des produits et services offerts aux consommateurs, la compétitivité des entreprises locales sur les marchés régionaux et internationaux, notamment dans le contexte prometteur de la zone de libre-échange continentale. Dans la formalisation des entreprises, l'Agence de promotion des investissements privés poursuit son programme de décentralisation. Il existe désormais un guichet de création d'entreprises à Kindia, inauguré ce week-end. Cette antenne devrait permettre de renforcer la visibilité des missions de service de l'appui auprès des acteurs économiques locaux. Abdul Karim Kamara, Lansana Marisila. Il est 11h dans la rue commerciale de Kindia. Soudain, tout le monde retient son souffle. Ce bâtiment est désormais le cœur battant des activités liées à l'investissement national dans la région. Une initiative de l'Agence de promotion des investissements privés afin de favoriser un meilleur accompagnement des entreprises et de renforcer la dynamique économique régionale. C'est un très gros manque à gagner qu'on avait en tout cas. Et là, le fait d'avoir cette antenne nous permet d'avoir vraiment un accompagnement plus stratégique au niveau de la région de Kindia. Ce guichet de création d'entreprises est ici porté sur les fonds baptismaux par la ministre de l'Industrie et des PME avec pour mission rapprocher les services de la PIP des entrepreneurs, investisseurs et porteurs de projets locaux. Avant, il fallait aller sur Conakry, passer toute une journée. Et aujourd'hui, nous pouvons le faire sur place ici à Kindia sans se déplacer. Ça, c'est un bonheur. L'ouverture de ce siège à Kindia représente une avancée majeure pour notre région. Il s'agit non seulement d'un outil opérationnel au service des investisseurs, mais aussi d'un levier stratégique pour accompagner la transformation économique de notre chère région.
La construction du bâtiment est financée par le projet d'appui à la mobilisation des ressources et à la formalisation des entreprises exécuté par l'unité de coordination des projets. Cette inauguration ne doit pas être considérée comme une fin en soi, mais comme le point de départ d'une nouvelle dynamique territoriale. Il s'agit désormais de capitaliser sur cet outil, de mesurer les impacts, de renforcer les partenariats avec les collectivités, les chambres consulaires, les organisations professionnelles et les investisseurs ici à Kindia. La maison de l'APIP à Kindia est située au quartier abattoir, centre névralgique des affaires. Elle est composée de 7 bureaux, 2 salles de réunion, 2 salles de coworking, un cafétéria et des toilettes. Journée porte ouverte sur la Guinée à New York avec un symposium de haut niveau. Investisseurs, experts et universitaires se sont penchés sur les immenses opportunités qu'offre le pays. Ainsi, les organisateurs appellent au renforcement de la dynamique d'ouverture et la contribution de la diaspora guinéenne. Makemedunzo. Les journées portes ouvertes sur la Guinée à New York ont débuté par un symposium économique de haut niveau. Au cours des panels, experts, investisseurs, universitaires et opérateurs économiques ont analysé les nombreuses opportunités d'affaires qu'offre la Guinée. Des rencontres B2B ont également permis aux participants d'échanger directement avec des responsables d'entreprises dans l'optique de bâtir des partenariats concrets et durables. Le symposium économique a pour importance de créer un pont entre nous, la diaspora guinéenne établie ici aux États-Unis, et les Guinéens en Guinée, dans le cadre de collaborer ensemble pour que nous puissions vraiment travailler les mains dans la main. Aucune devise Guinée n'est pas qu'un simple événement, mais plutôt une déclaration d'attachement et de responsabilité à notre nation. Votre mobilisation, votre unité et votre engagement unique avec force. La place essentielle aujourd'hui car de la diaspora guinéenne. À cette occasion, l'ambassadeur Dabo a invité les investisseurs à accompagner la dynamique d'ouverture engagée par la Guinée. Une dynamique fondée sur la transparence et la valorisation d'un immense potentiel national. L'organisation du présent forum est l'illustration de votre engagement en vue de fédérer nos compatriotes autour des questions essentielles, notamment celles liées à leur contribution ainsi qu'à la contribution de toutes et de tous au processus de développement de notre pays. La journée s'est poursuivie par une grande soirée gala animée par la star guinéenne Mohamed Azaya. Un moment convivial et festif qui a mis en valeur la richesse du patrimoine culturel guinéen et qui aura également permis de présenter des expositions d'objets d'art offrant aux visiteurs un aperçu de la diversité et de la créativité guinéenne. Après Boufa et Kouré-Malé, le ministre de l'Information et de la Communication est toujours sur le terrain dans le cadre de la redynamisation des radios rurales. La Kirouani Fanasouma a procédé à la relance des programmes de la radio rurale. Ce média de proximité a connu d'importants investissements qui ont changé son image, renforcé sa sphère et amélioré le confort d'écoute. Plus de détails avec Carlos Mandialo. Du fait de sa zone d'implantation, la radio rurale de Kérouané occupe désormais une place clé dans le réseau des radios rurales et dans la stratégie de communication gouvernementale. Avec le projet Simandou, elle devient un outil de communication efficace pour sensibiliser les populations riveraines de la zone d'exploitation, promouvoir la paix sociale et informer sur l'actualité nationale. En rénovant et en équipant cette radio de proximité, le ministère de l'Information et de la Communication met en œuvre la vision du président de la République en matière d'accès à l'information à l'intérieur du pays. Les mots nous manquent énormément pour vous dire combien de fois les Kérouanékas sont contents d'entendre à nouveau cette radio émettre. Cela ne nous surprend guère, car sous l'ère CNRD et grâce au leadership de notre guide éclairé, le président général Mamadi Doumbouya. Kérouané connaît un changement progressiste radical. Ce jour marque la relance de la radio rurale de Kérouané qui a été foudroyée il y a cela 4 mois, jour pour jour,
le ministre de l'Information et de la Communication, sur instruction du chef de l'État, a rééquipé carrément cette radio et c'est la joie que nous vivons avec la population de Kerouané ce matin. Les équipements qui sont installés ici aujourd'hui sont des équipements de dernière génération. La remise de la radio rurale de Kerouané après des travaux qui améliorent le cadre de travail constitue un moment de joie pour les populations de la localité. Un acquis pour le ministère de l'Information et de la Communication qui a entrepris un important programme de modernisation de ces radios de proximité qui portent la voix des sans-voix. Population de Kerouané, notre pays est engagé dans l'un des projets miniers les plus ambitieux du continent africain, grâce au leadership et à la vision éclairée du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya, le projet Simandou 2040. Ce méga-projet représente une opportunité majeure pour la Guinée, pour ses infrastructures, pour son économie et surtout pour les communautés qui visent autour des zones d'exploitation et de passage du corridor ferroviaire. Mais un projet de cette envergure ne peut réussir que par l'information crédible. Votre radio, la radio de Kerouané, aura donc un rôle crucial. Expliquer avec pédagogie les enjeux du projet. Informer sur les retombées économiques et sociales du projet Simandou. Favoriser le dialogue entre les communautés, les autorités et les partenaires du projet. Le ministre Fana Souma poursuit cette dynamique de relance des radios rurales. À ce jour, elles sont 39 opérationnelles à travers le pays contre 22 lorsqu'ils prenaient fonction. À Zérekouré, la lutte contre les violences basées sur le genre revient au premier plan. L'inspection régionale de la promotion féminine et des personnes vulnérables renforce la sensibilisation auprès de la couche juvénile au campus universitaire. Des conférences débats ont été organisées pour informer les jeunes pousses sur les dangers liés à ce phénomène de société. Mohamed Saloupaï, Mohamed Lamine Diallo. Ces espaces d'échange visent avant tout à sensibiliser la jeunesse estudiantine, mais aussi à les outiller afin qu'ils deviennent, au sein de leur famille et de leur communauté, des relais de prévention et de changement social. Lorsqu'on développe en détail les conséquences de ces VBG, vous allez trouver que ça va créer des troubles au niveau de la société. Le mieux, c'est de préparer les jeunes, vous les étudiants. Si vous êtes mieux informés, sensibilisés sur ces thématiques, sur cette question, vous allez nous aider à préparer nos familles. Cette initiative essentielle pour bâtir une société plus juste et plus sûre est bien appréciée par les participants. Ma mission ici est un ambassadeur pour mes proches, pour ma famille. Je vais les conseiller contre les violences basées sur les genres. Vous savez, quand il y a l'information, il y a beaucoup de choses qui peuvent cesser. Même si ça ne cesse pas totalement, mais ça va diminuer. Donc, en tant qu'étudiante, aujourd'hui, je ne peux que dire aux gens de s'informer pour que cette pratique ici soit éradiquée. Expliquer la nature, les conséquences et les enjeux des mauvaises pratiques qui touchent encore de nombreuses jeunes filles à travers le pays afin d'aboutir à un changement de comportement. C'est l'objectif recherché par cette démarche soutenue par le Fonds des Nations Unies pour la population. Lancement officiel d'une plateforme de financement participatif sur l'éducation, une plateforme qui permettra de collecter les fonds destinés à financer le système éducatif. Le projet porté par l'Agence nationale de financement de l'éducation. Les fonds collectés serviront à la construction de plusieurs écoles, forages et cantines scolaires. Abdulaziz Baldé. C'est une grande avancée pour le système éducatif en général. L'Agence nationale de financement de l'éducation ANAF lance officiellement une plateforme de financement participatif. Cet outil présenté aujourd'hui devant les acteurs de l'éducation répond à un besoin important, celui de mobiliser des ressources nouvelles, diversifiées et inclusives pour soutenir les projets éducatifs à travers le pays. D'où cet appel à l'engagement collectif. La plateforme que nous inaugurons aujourd'hui permet à chaque citoyen, chaque entreprise, chaque partenaire, en Guinée comme ailleurs, de contribuer directement au financement de la construction et de la réhabilitation des écoles, de la formation professionnelle, des bourses pour les jeunes
et de nombreux projets prioritaires pour le secteur éducatif. J'appelle l'ensemble des citoyens, la diaspora, les entreprises, les collectivités et les partenaires à s'approprier de cet outil national. Cette plateforme est un outil innovant pour financer l'éducation. Faire de la solidarité nationale un moteur de transformation éducative reste la principale ambition pour l'ANAF et ses partenaires. On est la partie qui sécurise les paiements. Donc une fois que les gens viennent et qu'ils donnent leur contribution sur la plateforme, nous sommes la partie qui sécurise les paiements pour l'ANAF. La création d'un outil qui puisse essayer d'améliorer les conditions d'apprentissage dans nos salles de classe. L'ANAF est dans sa vision et dans son rôle. Le département s'engage à accompagner l'Agence nationale de financement de l'éducation pour atteindre ces objectifs. Avec le lancement de cette plateforme éducative, les porteurs du projet ouvrent une nouvelle voie pour financer l'avenir de l'éducation, mais aussi offrir aux enfants une éducation de qualité, moderne et équitable. Monde rural parmi les amoureux de la terre qui révalorise le consommation guinéen et limiter les importations. L'administrateur général de la police, Djenaba Souri Kamara, cette année encore, il a valorisé un domaine agricole de 200 hectares à Santiana, plus précisément sur le site de Karankama. Hier, c'était le grand jour pour lancer officiellement la récolte. Djamoukaba. Sous les rayons ardents du soleil de la savane, le riz de l'actuel directeur national de la police, Djenaba Souri Kamara, a bien séché. Il est maintenant prêt à être ramassé dans la plaine de Karankama. À Kouroussa, en ce mois de la moisson, dans ce petit village de Sandiana, de larges sourires sur les visages. Des mains solidaires et enthousiastes venus prêter main forte à l'administrateur général de police pour boucler une campagne agricole réussie à l'image de cette récolte qui bat son plein. Cette année, la récolte a été d'une qualité exceptionnelle, contrairement à l'année dernière, grâce au matériel que le général a mis à notre disposition. Même si nous avons encore besoin de plus de machines, nous n'avons pas rencontré beaucoup de difficultés. Et les 200 et quelques hectares ont produit des résultats satisfaisants. Ce que nous demandons aux autorités, c'est d'accompagner le général. S'il est soutenu, je suis convaincu qu'il pourra faire encore mieux et contribuer à l'autosuffisance alimentaire dans la préfecture de Kouroussa et même au-delà. Ce passionné a un respect pour la nature et les retombées de ses activités agricoles. Toute la communauté. La bonne partie du riz récolté est réservée aux ménages pauvres pour lutter contre la faim en milieu rural. Le riz provenant de ce champ est stocké dans un grand magasin, puis distribué dans la plupart des villages de Sandiana afin d'aider les familles à subvenir à leurs besoins. C'est une action de charité qui soulage beaucoup de familles. Aujourd'hui, ce paysan modèle prend la relève à Sandiana, car il a baigné dans les réalités du monde rural depuis 2011. Pour le moment, l'accessibilité au périmètre agricole et le manque d'outillage restent des principaux obstacles pour créer de l'emploi et produire plus. Dans l'actualité également, offre de soulagement pour les organisations paysannes de Koba, préfecture de Bofa. Ils viennent de bénéficier d'équipements agricoles de la part du programme alimentaire mondial. Il s'agit de permettre aux acteurs du monde rural d'améliorer leur rendement tout en augmentant la production. Younoussa Tawel Kamara, Bintou Touré, Mohamed Mara. Il s'agit de tricycles, de décortiqueuses, de fûts de tuvage et plusieurs autres outils agricoles destinés aux organisations paysannes de la sous-préfecture de Koba. Cet autre appui du programme alimentaire mondial vient galvaniser davantage les producteurs de la zone dans leurs activités en vue d'accroître la productivité agricole. Ce projet incarne une coopération fondée sur la confiance et la vision et témoigne de l'engagement de la Banque mondiale et du gouvernement guinéen pour répondre aux besoins les plus pressants tout en posant des bases d'une résilience durable. Le projet de développement d'agriculture commerciale en faveur des coopératives de la sous-préfecture de Koba illustre parfaitement la volonté du programme alimentaire mondial et de la Banque mondiale d'accompagner la Guinée dans son programme de renforcement de la sécurité alimentaire. Ces équipements sont le fruit de vos efforts et de votre détermination à améliorer votre sort et celui de vos communautés. Je suis convaincu que ces équipements contribueront à renforcer la résilience des agriculteurs face aux défis climatiques et améliorer la sécurité alimentaire de notre pays. Nous fondons un fort espoir que le PAM mettra en place un mode de gouvernance adapté et efficace de ces équipements
ainsi que les actions de formation des utilisateurs pour assurer leur maintenance, leur durabilité et leur renouvellement. Avant de quitter Koba, la délégation du Programme alimentaire mondial a visité quelques périmètres agricoles de cette zone de production par excellence. En compagnie des cadres du ministère de l'Agriculture sur le terrain, les visiteurs se sont dit émerveillés par la prouesse des coopératives de cette sous-préfecture de Boufa. Le dictionnaire Nko voit le jour en Guinée. Il aura fallu 8 années de travail acharné par d'éminents chercheurs et scientifiques pour mettre cet outil de référence linguistique à la disposition des Guinéens. Sa dédicace a été présidée par le chef du gouvernement Amadou Riba. On fait le point tout de suite avec Nabi Kamara, Ousmane Bangoura. Le dictionnaire de l'alphabet Nko voit le jour en Guinée. Sogolon Kondé, c'est son nom. Sa publication, c'était le dimanche 23 novembre 2025 au Palais du Peuple, ici à Conakry. C'est le fruit de 8 années de labeur acharné de la part des experts guinéens et internationaux qui ont permis de réduire les barrières entre nos langues nationales et celles des autres. Aujourd'hui, grâce à un service de double traduction ou Google Translate, les écritures de manuel peuvent être compris dans 249 langues avec un taux de précision d'environ 80%, un niveau rarement atteint pour une langue africaine dans les traductions automatiques. Nous avons produit plus de 6 millions de phrases traduites professionnellement entre nos cours, le français, l'anglais et d'autres langues émergentes. La dédicace du dictionnaire Sogolon Kondé, organisée par l'Académie Nko, a mobilisé plusieurs hommes des lettres, linguistes, intellectuels de tous bords. Ce que vous êtes en train de faire ce jour et que vous avez commencé par faire depuis 1942 avec Solomon Kanté, la langue Nko n'est pas qu'un alphabet, c'est la lumière pour l'Afrique. Pour le Premier ministre, chef du gouvernement guinéen, le dictionnaire de l'alphabet Nko vient combler un vide dans le patrimoine culturel africain et mondial. La Constitution a indiqué désormais qu'il faut nécessairement l'utilisation des langues nationales pour tout ce que nous allons faire dans nos actes de gouvernement. Ceci est une grande évolution et nécessite que pour nos langues nationales, que toutes les dispositions soient prises pour qu'il y ait de plus en plus de locuteurs, que nos compatriotes puissent accéder à l'information à travers une écriture qui leur est propre et qui est normalisée. Suleiman Kanté, le créateur de l'alphabet Nko, est né en 1922 à Soumankoy, dans la préfecture de Kankan. À Conakry, le centre culturel franco-guinéen réunit ce samedi un large public autour de la littérature. Lecteurs passionnés, professionnels du livre se retrouvent pour découvrir une nouvelle œuvre et échanger avec son auteur. Marikumba Sobogi, son enseignant. La plume de mon père est un ouvrage profond et inspirant qui interroge le leadership, la famille et les richesses intérieures. À travers cette œuvre, l'auteur propose un voyage intime et universel destiné à toucher toutes les couches sociales et à susciter une réflexion sur les valeurs qui façonnent nos vies. Nous sommes convaincus aux éditions L'Harmattan que l'écriture de ces petites histoires familiale au niveau de nos communautés pourrait constituer l'écriture d'un récit national très fort. Dans ce livre, l'auteur explore non pas les profondeurs de la terre, mais celles de l'âme. Il revisite les souvenirs, les conseils et les leçons de vie d'un père inspirant. Ce projet qui était le rêve et la mission, le désir de mon père, c'était d'écrire un livre pour partager sa vie, celle de sa génération et bien d'autres sur nos valeurs. Mais s'il n'a pas eu alors le temps de le réaliser, mais sachant, moi, en tant que son fils, l'ayant côtoyé, je connaissais ce qu'il voudrait et de quoi il voudrait parler. Parce que quand il dit qu'il voudrait parler de sa vie, de sa génération, voilà, donc en quelque sorte déjà cette volonté qu'il avait, je pense que c'était pour moi un devoir de poursuivre cette œuvre. Une séance de dédicace qui rassemble un public varié et enthousiaste, lecteurs, collaborateurs, responsables de l'Harmattan Guinée et famille saluent l'occasion de découvrir cette nouvelle parution. Réellement, je suis fière que les livres que mon fils a fait sortir, je ne pensais pas s'il devait parler de moi. Je suis content.
Ce qu'il a prononcé, j'ai tout fait. J'ai vendu la galette, j'ai grillé la patate. Quand il quitte à l'école, il vient, je lui donne patate, je mets dans l'assiette, il mange. Une rencontre réussie entre l'auteur et son public pour célébrer la passion du livre et la force des mots depuis le centre culturel franco-guinéen de Conakry. Sur le continent, Festival ouest-africain des arts et de la culture, Dakar, la capitale sénégalaise, abrite les travaux. La Suède a au lieu mois pilote les débats. Thème retenu cette année, mutation et crise en Afrique de l'Ouest. Que peut la culture entre discours et prestations artistiques et rencontres d'experts? Le festival a l'ambition de renforcer l'intégration régionale par la culture. Adama Mohamed Keita, Mohamed Touré, envoyé spéciaux. Dakar, capitale culturelle de l'Afrique de l'Ouest. La ville accueille l'ouverture officielle de l'EcoFest, le festival ouest-africain des arts et de la culture. Un rendez-vous régional dédié à la célébration des arts et de l'intégration ouest-africaine. La culture, ce n'est pas juste le divertissement, ce n'est pas juste de l'art, mais ça va être le fondement de notre économie future. Et je pense qu'aujourd'hui, nos dirigeants l'ont compris. Avant de terminer mon propos, permettez-moi donc de saluer les principaux acteurs de terrain qui ont permis EcoFest 2025, principalement les ministres en charge de la culture du Sénégal. Le chef du gouvernement a salué une initiative porteuse d'unité dans un contexte où la culture devient levier de paix et de cohésion entre les peuples. Le festival EcoFest célèbre notre héritage culturel, également une occasion de se réfléchir sur les défis que nous devons relever ensemble. Aujourd'hui, la culture se trouve confrontée à des pressions sans précédent. L'uniformisation culturelle, l'hégémonie de certains modèles exogènes et la marginalisation de nos langues et expressions locales menacent l'identité de nos peuples. La cérémonie d'ouverture a ensuite laissé place à un voyage artistique vibrant, danse, musique, performances visuelles, autant de tableaux qui ont mis en évidence la richesse culturelle de l'Afrique de l'Ouest. Des artistes venus du Mali, du Cap-Vert, du Sénégal, du Ghana et d'ailleurs ont offert un spectacle rythmant l'esprit d'unité au cœur du festival. Plus tôt dans la journée, en marge de la cérémonie, les experts, chercheurs et acteurs culturels se sont réunis pour réfléchir au développement des industries créatives dans la sous-région. À Dakar, l'EcoFest, le festival ouest-africain des arts et de la culture, s'ouvre avec ambition, faire de la culture un moteur d'intégration et un pont entre les peuples. Une cérémonie où l'art parle d'une seule voix, celle d'une Afrique de l'Ouest unie. Enfin, la Fédération guinéenne de tennis, en partenariat avec le Sporting Club de Taouya, vient d'organiser un Open national. L'événement mobilise 96 participants venus des 4 régions naturelles du pays et plusieurs expatriés. Une étape majeure dans la relance officielle du tennis en Guinée. Komara Moussa, Mangamouri Kamara. Sur ces cours encore timides, une renaissance se joue. Celle du tennis guinéen, un sport longtemps oublié. Raquette à la main, ils sont venus des 4 régions du pays à l'appel de la Fédération guinéenne de tennis et son partenaire, le Sporting Club de Taouya, pour ramener le tennis guinéen à la vie. Organiser ce Open pour pouvoir donner à la chance à tous les adeptes de cette discipline de venir se mesurer et de faire une sélection vraiment réelle. Cette Open de tennis est un point de départ. Plus de 90 athlètes participent à cette compétition. Jeunes, femmes, vétérans, tous ont la même ambition, porter l'étendard de la Guinée au championnat africain. Nous sommes en train de travailler sur les enfants de 12 à 14 ans avec l'appui de la Fédération internationale de tennis. Nous avons mis le tennis dans 3 écoles, mais bien évidemment on attend l'accompagnement des autorités pour qu'on puisse avoir des infrastructures qui freinent un peu le développement de ce sport. Mais au-delà, nous essayons au mieux de participer au championnat régional ou sous-régional des enfants de 12, 14 et 16 ans. Le chemin est encore long. Besoin d'infrastructures modernes, de stages, de sponsors, de compétitions nationales régulières. Mais la dynamique est lancée. C'est un sport extrêmement important pour la maintenance de la santé. Il faut absolument le relancer. Et l'autre paradoxe du tennis, c'est que
qui a été considéré très avant comme un sport d'élite. Et il est important de démocratiser la pratique du tennis dans les écoles, dans les garnisons militaires, dans les collectivités. Pour des raisons électorales, cette première compétition tenue en ce mois de novembre devrait se tenir en décembre. La prochaine édition est annoncée au mois de mars 2026 pour permettre à ce sport de retrouver son souffle. Et c'est ainsi que se termine ce journal. Grand été le plaisir pour moi de vous servir. L'actualité se poursuit sur le www.rtgguinée.info. À bientôt pour d'autres actualités sur la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Inch'Allah.